Je m'appelle Charlotte Floersheim, je suis en deuxième année de doctorat entre deux laboratoires, le CESTIM, c'est pour ça que je présente devant vous aujourd'hui, qui est un laboratoire de santé publique, et l'IDEAS, qui est un laboratoire d'anthropologie sociale, qui est relié au CNRS et aussi à AMU. Avant de démarrer ce doctorat, moi je suis une ancienne militante de la lutte contre le sida. J'ai travaillé à la frontière de la Guyane et du Brésil sur les diagnostics tardifs de VIH sur cette frontière. J'ai aussi fait une recherche sur l'association AIDS, dont un livre s'apprête à sortir incessamment sous peu, le 14 novembre prochain. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes premiers résultats de thèse que j'ai intitulé « Dresser une histoire de la lutte contre le VIH-Sida en Guyane », une enquête ethnographique. Tout d'abord, je vais vous faire une présentation générale de ma recherche. Ensuite, je passerai à l'histoire de la lutte contre le VIH en Guyane. Et je voulais vous proposer de situer la Guyane dans le monde. La Guyane est un département français, mais se trouve en Amérique latine et a une frontière avec le Brésil à l'est et à l'ouest avec le Suriname. Alors, pourquoi faire une recherche sur le VIH en Guyane ? Je vous mets du coup une deuxième carte de la Guyane ici, où on peut voir qu'il y a une forte prévalence du VIH en Guyane. C'est une carte qui est un petit peu vieille, qui date de 2015, mais en fait, les chiffres sont à peu près les mêmes au jour d'aujourd'hui, à part peut-être sur Saint-Georges de l'Oyapock, qui est à la frontière avec le Brésil. Je vais essayer de... ou qui est devenu rouge depuis la fin du Covid. Voilà. Il faut savoir du coup qu'il y a une forte prévalence de à peu près 1,25% de la population générale, qu'il y a beaucoup de dépistage et diagnostics tardifs, que c'est une épidémie qui touche tout le monde, qui a majorité hétérosexuelle, mais aussi présente dans les populations clés, que ce soit les hommes ayant du sexe avec les hommes, les personnes migrantes, les femmes. C'est un espace français, mais avec des inégalités structurelles et une grande pauvreté qui sont issues de son histoire coloniale. Hop. Alors, moi, je fais une thèse d'anthropologie qui s'intitule « Entre assignation et autodéfinition, faire communauté dans la lutte contre le VIH en Guyane, mobilisation associative et expérience minoritaire ». Je préférais vous mettre le titre parce qu'il est long, il est encore provisoire. Je ne vais pas traiter de tous les termes aujourd'hui, mais on va vraiment beaucoup parler de c'est quoi la lutte contre le VIH en Guyane, et ceci depuis les débuts. Et j'ai mis une petite photo, il y aura quelques photos, et la plupart sont prises par moi le long de mon intervention. Du coup, c'est une photo d'une des médiatrices que j'ai accompagnée à Cayenne, qui avait fabriqué une robe toute faite de capotes pour le carnaval de 2007. J'ai trois grands axes de travail dans ma thèse. Le premier, c'est de dresser une anthropo-histoire des mobilisations associatives de lutte contre le VIH, à la fois une partie historique et actuelle pour éclairer l'histoire et le chemin parcouru par l'actualité de la lutte, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ensuite, j'ai un deuxième grand axe de travail qui s'appelle pour l'instant « Communauté et relations à la lutte contre le VIH ». Du coup, l'idée dans cet axe, c'est de regarder comment, dans une colonie qui a été régionalisée, de regarder comment les communautés qui ont été fondées sur et par la colonie et les groupes culturels interagissent à l'intérieur des associations de lutte contre le VIH. Et enfin, j'observe les conditions d'émergence d'une communauté, les personnes trans. C'est d'essayer, pour moi, de comprendre, de sortir un peu de la lutte contre le sida, d'aller voir des personnes qui sont concernées par le VIH et de voir si les assauts de lutte contre le sida représentent des ressources ou pas pour les personnes trans en Guyane. Donc, dans ma thèse, j'ai un axe plutôt associatif, mais au fur et à mesure de mon terrain, j'ai quand même pris aussi un axe médical et je suis allée regarder ce que faisaient les médecins, c'était quoi l'histoire de la médecine autour du VIH en Guyane. Donc, je sais qu'on fait pas tous et toutes, on vient pas tous et toutes des mêmes disciplines au CESTIM. Moi, je fais de l'anthropologie, donc c'est des méthodes qualitatives. J'ai réalisé jusqu'à présent 2 terrains ethnographiques en immersion de 5 mois chacun.
dans lequel j'ai réalisé des entretiens, j'ai fait des observations d'associations et de soignants en les accompagnant au quotidien. Et je suis allée aussi faire un travail d'archives dans des archives associatives, des archives institutionnelles ou personnelles. Une petite photo, j'essaye de vous présenter les photos au fur et à mesure. Du coup, ça, c'est une photo de l'association Entraide lors d'un stand du 1er décembre. C'est l'association avec laquelle j'ai le plus passé de temps cette année, qui se trouve à Cayenne. Alors, les lieux de mon étude, c'est quelque chose d'important que j'ai présenté en réu d'équipe la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir dessus très longtemps, mais vous-même, vous savez. Du coup, j'ai fait cette étude dans les principales communes de Guyane qui disposent d'associations et de centres de soins. Du coup, j'ai commencé par l'île de Cayenne. L'île de Cayenne, c'est en gros la capitale de la Guyane, c'est le chef-lieu, hein, selon la terminologie française, mais c'est un peu la capitale de cet espace où il y a plusieurs communes, il y a Rémire et Cayenne, il y a à peu près 150 000 habitants et habitantes. J'ai peu passé du temps à Kourou, mais j'ai fait des entretiens avec des personnes de Kourou, qui est la ville du centre spatial guyanais, où il y a à peu près 26 000 habitants. Je suis allée à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est la deuxième plus grosse ville de Guyane, qui est frontalière avec le Suriname, où il y a une population qui ressemble plus à celle du Suriname que de l'autre côté, à Saint-Georges-de-l'Oyapock, où aussi j'ai passé pas mal de temps, qui est un petit bourg de 5 000 habitants, mais en face, il y a une grosse ville brésilienne qui s'appelle Oiapoque, où il y a 30 000 personnes à peu près. Et lors de mon premier terrain, j'ai passé un mois à Maripasoula, qui est une commune qui est le long du fleuve Maroni, qui fait frontière avec le Suriname, et qui est une commune qui est seulement accessible en pirogue ou en avion. Et Maripasoula et Saint-Georges sont dites en Guyane des communes isolées. Du coup, toutes les autres petites communes, je n'y suis pas allée parce que, un, par manque de temps, et deux, parce qu'il n'y a pas d'association spécifique autour de la question du VIH ou qui traitent le VIH. C'est plutôt des associations qui viennent d'ailleurs qui y vont. Hop. Je regarde à combien de temps j'en suis et on est bien. Alors, donc là, je vais vous proposer de retracer un peu l'histoire des mobilisations contre le VIH en Guyane. C'est quelque chose, moi, j'ai cherché dans les thèses, les travaux des uns et des autres, et en fait, personne ne l'a fait. Donc, un des intérêts de ma thèse, c'est de poser cette histoire-là qui n'a pas encore été faite. Je vous propose un peu à chaque fois aussi peut-être des affiches un peu plus vieilles. Ça, c'est une affiche qui date des années 2000, qui a été faite à Saint-Laurent-du-Maroni, avec un peu tous les acteurs et actrices de la lutte contre le sida dans cette ville. Dans un premier temps, sur cette histoire, je vais vous parler de l'histoire biologique du VIH là-bas et médicale. Ensuite, je vais passer au cœur de mon travail, qui est plutôt la sphère associative. Et si on a le temps, je décrirai un peu les savoir-faire spécifiques qui sont développés par ces associations en Guyane. Alors, je vous ai mis une illustration là, qui est l'hôpital Jean Martial. C'est le premier hôpital qui a été construit en Guyane par les colons français au XVIIe siècle, qui a été l'hôpital royal, militaire, colonial, qui s'est appelé Jean Martial, qui est désaffecté aujourd'hui, mais qui a reçu les premiers cas de VIH dans les années 80 et 90. Donc, pour revenir sur la question médicale de la Guyane, il faut savoir que cette épidémie, elle a une histoire très longue et des spécificités. L'épidémie, elle est apparue de manière très précoce. Il y a les premiers cas en 83. Et a posteriori, on s'est aperçu qu'il y avait eu des cas à Cayenne dès 79. Donc, l'apparition est très, très tôt. Et une des particularités, contrairement dans les pays du Nord où le VIH est décrit, le sida est décrit au début des années 80, ça touche directement une population hétérosexuelle. Ça veut dire que les femmes sont touchées. Et ça, dès le début. Donc se pose directement la question de la transmission materno-fétale. Merci. Voilà, donc il y a cette particularité-là historique, avec des recherches qui démarrent très vite sur la question des femmes et de la transmission mère-enfant. Il y a une autre particularité biologique qui a mis très longtemps à être reconnue, c'est qu'il y a des
maladies opportunistes spécifiques au VIH qui sont spécifiques à la Guyane, dont l'histoplasmose. Et l'histoplasmose, c'est une maladie très, très, très fréquente pour les personnes en stade sida dans cette région-là, donc dans toute l'Amérique latine, mais qui a mis presque 20 ans à être reconnue par l'OMS. Alors, la particularité de la Guyane aussi, c'est que, en fait, on est dans un contexte du Sud, mais avec des moyens du Nord de par la présence française. Donc il y a un intérêt à la recherche et des moyens un peu plus grands que dans les pays frontaliers. Et ce qui est intéressant aussi de voir sur cette histoire biologique et médicale, c'est que dès la fin des années 80, début des années 90, il y a tous les grands noms du VIH qui vont intervenir en Guyane. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, en Guyane, il y a beaucoup de VIH, des cas graves, des diagnostics tardifs, des situations sociales complexes et des problèmes administratifs complexes pour les personnes qui vivent avec le VIH. Donc ceci plus la pauvreté, ça fait encore le lit de cette maladie. Il y a encore des gens qui décèdent du VIH, ce qui n'est plus le cas en Europe. Sur la question médicale, j'ai, en interrogeant des médecins, en allant voir les archives, j'ai pu commencer à faire des périodes distinctes, à distinguer des périodes de prise en charge du VIH en Guyane. Il y a une première période qui est la toute première dans cet hôpital Jean Martial entre 83 et 92, où il y a un médecin qui était venu dans les années 60 pour soigner la lèpre, qui est un dermatologue et qui se retrouve le premier à voir les cas de VIH et à monter une unité spécifique pour traiter les personnes en stade sida. Donc c'est le professeur Roger Pradino. Ce monsieur va former un nombre d'internes assez impressionnant qui sont ensuite devenus des médecins. La plupart des internes et la plupart des médecins, il n'y a pas d'école de médecine en Guyane, donc ils viennent de France hexagonale. Donc ces médecins-là sont souvent encore en poste aujourd'hui, ce qui est plutôt rare parce qu'il y a quand même beaucoup d'allers-retours entre l'Hexagone et la Guyane. C'est aussi depuis son unité que les premières actions de prévention dans les années 80 et ensuite dans les années 90 vont se faire avec une mission antivénérienne qui est sous la responsabilité du Conseil général mais qui est liée à la dermatologie. Et cette mission-là organise des tournées dans les communes isolées en pirogue. Donc au début de l'épidémie, tout part de Cayenne. Il y a peu de choses qui partent des autres communes. Donc à Cayenne, il y a le plus grand nombre de cas. Et les gens, depuis Cayenne, vont dans les autres communes. Ensuite, au début des années 2000, il y a un nouveau médecin qui arrive, qui s'appelle le professeur Félix Djossou, et qui, lui, est infectiologue. Et il y a une espèce de petite bataille entre infectiologie et dermatologie, mais ce qui s'est aussi passé dans la prise en charge du VIH en France hexagonale. Et du coup, il y a des nouvelles pratiques, une nouvelle unité qui se monte. Et après, de toute façon, il y a assez de patients pour que ça se sépare entre les deux. Donc, à partir des années 2000, il y a Djossou qui met en place aussi des consultations d'infectiologie, pas seulement à Cayenne, mais dans d'autres territoires isolés en Guyane. Et pour finir avec la périodisation de l'action médicale sur le VIH, sur la fin des années 2010, à peu près vers 2017, il y a des jeunes médecins qui arrivent et qui font ces missions-là montées par Djossou dans les centres de santé, dans les communes isolées. Et de là naissent des nouvelles initiatives, à la fois médicales et associatives. Et il y a une des médecins qui est au CESTIM, qui est rattachée au CESTIM, Émilie Monnier, qui fait partie de cette nouvelle génération d'infectiologues. Et ce qui est très intéressant aussi, et pourquoi je me suis intéressée à la partie médicale alors que j'étais plutôt partie sur la question associative, c'est que en fait, ces médecins, comme ces jeunes médecins, sont souvent à l'initiative de la création de nouvelles associations. Ils et elles ont besoin de relais.
et se disent que le médical seul ne peut pas prendre en charge une épidémie, que ce soit dans sa prévention ou dans son traitement. Là, je vous ai mis une affiche qu'il y a dans l'association Entraide Guyane, qui est à Cayenne, et que je trouve très, très touchante, qui est quelque chose qui est là depuis au moins 10 ou 15 ans, avec des photos des premiers temps de la lutte, qui est affichée dans leurs locaux. Et voilà, je vous laisse voir un peu des spécificités un peu guyanaises, avec la question du carnaval, qui est beaucoup investie par les associations. Donc dès le départ, il y a des associations qui vont être dédiées au VIH. Il y a Aide qui se monte en 91. Et ensuite, il y a pas mal d'autres associations qui vont être confrontées dans leurs activités et avec le public qu'ils rencontrent à la question du VIH et du sida. Donc moi, j'ai périodisé parce que c'est intéressant de voir sur le terrain. Il y a vraiment des manières de faire qui vont différer et des générations de personnes engagées qui se distinguent. Donc la première, pour moi, génération, c'est 86-2000, les pionniers et pionnières, avec Aide, qui est Entraide aujourd'hui, Solancy, qui arrive au mi-temps des années 90, qui, eux, se retrouvent dans le show de l'épidémie, en fait, où il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a aussi la question des enfants, enfin, il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par le VIH et qui meurent. C'est des entretiens qui sont assez difficiles, mais c'est aussi des gens qui ont mis en place des choses et mis en place des liens avec les préfectures, avec la DAS qui deviendra l'ARS, pour arriver à travailler et à régulariser la situation de personnes. C'est eux et elles qui sont allés aussi dans d'autres espaces en Guyane, essayer de motiver des gens à créer des assos. Ensuite, on a une génération de militantes et militantes engagées des années 2000, entre les années 2000 et 2010, ce qui correspondrait un peu sur la France hexagonale aux années 90, avec ACT UP, avec des grosses actions comme ça. Là, c'est plutôt dans les années 2000-2010 où il y a une génération, beaucoup de femmes, qui font des trucs un peu loufoques et ça fonctionne bien. Elles font des actions coup de poing, elles sont hyper visibles, elles font des choses très belles, elles sont encore dans la prévention et l'engagement. On peut citer Sida Info Service, avec un personnage que tout le monde appelait Madame Sida, qui était appelée Madame Sida dans la ville et qui des fois se défendait à coups de poing. Et l'Arbre Faumager. Il y a aussi la création de la DAC, qui est une association qui s'est montée sur un quartier qui était en bidonville et qui a été réhabilité, qui a, dès le début des années 2000, lancé les questions de médiation et qui s'est beaucoup appuyé sur la question des médiations, qui a essayé de faire comprendre aux financeurs qu'est-ce qu'était la médiation. Ensuite, nous avons une période plus proche de nous, plus récente, entre 2010 et 2020, où ces militantes engagées et inventives sont peu à peu remplacées par des personnes que j'ai appelées des gestionnaires engagés, qui sont plus des jeunes femmes qui viennent de France hexagonale, qui ont des diplômes corrects et qui s'engagent dans la lutte contre le VIH et qui vont faire moins d'actions coup de poing, mais qui vont mettre les associations dans les rails de ce que les financeurs attendent. Et qui vont essayer sur qui beaucoup de gens ont compté et comptent encore. Et quand elles partent, elles sont difficiles à remplacer. C'est des jeunes femmes qui sont restées 7-8 ans, qui ont permis à tout le monde de trouver un rythme de travail et qui aujourd'hui sont parties. Notamment, on a eu les conséquences de la crise Covid. Du coup, on peut citer l'association ADER et aussi des associations hexagonales qui sont implantées assez tard, finalement en Guyane, comme MDM. La Croix-Rouge a été aussi assez importante et elle diffère beaucoup des Croix-Rouges qu'on peut voir ailleurs. Et pareil, ça repose sur des profils de personnes engagées et une confiance des autorités et de l'État qui, dans cet endroit-là, ne fait pas son travail, à plein de titres, et du coup se repose sur le tissu associatif, mais du coup lui fait confiance. Donc, une prochaine fois, je vous parlerai de la lutte contre le sida et des méthodes associatives, mais peut-être
pour conclure, vous montrer quand même ces images qui sont chouettes, où on voit les Touloulous de la prévention, qui est un personnage du carnaval guyanais, où des assos ont décidé un jour de dire allez, on utilise ce personnage pour faire la prévention. Sida Info Service, qui est en train de se réimplanter en Guyane aujourd'hui après 10 ans d'absence, et une campagne de communication qui est en Wayana, depuis Maripasoula, qui a été faite par Aide, sur la question de la prévention. Merci de votre attention. Merci.